Enregistré. Donc, désolée, j'ai eu une parole dans les oreilles pour me dire que c'était enregistré. Donc, voilà, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire, la conciliation famille-travail pour vos employés et pour vos citoyens. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Quelques consignes avant d'entamer le webinaire. Donc, aujourd'hui, pour poser vos questions, on vous invite à utiliser le module de questions-réponses qui se trouve dans la barre au bas du webinaire. Donc, on privilégie le module questions-réponses. C'est plus facile après ça pour nous de suivre le fil puis de s'assurer de bien répondre à vos questions. On va répondre aux questions à la fin du webinaire, donc étonnez-vous pas si ça prend quelques temps avant qu'on y réponde. C'est pour s'assurer d'être plus efficace, d'avoir le temps de couvrir le contenu, mais donc on reviendra avec vos questions à la toute fin du webinaire. Donc, d'abord, on se présente. Je suis Corinne Vachon-Croteau. Je suis responsable du SAU Concilivie pour l'organisme, le réseau Pro-Québec Famille. On le verra tantôt, qui porte l'initiative Concilivie. Puis, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Nathalie Simard. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Nathalie Simard, coordonnatrice famille chez Espace Muni, organisme que je vous présente à l'instant. Donc, très contente d'être avec vous ce matin. Donc, Espace Muni. Qu'est-ce que Espace Muni? Donc, on va passer à l'autre diapo. Oui, donc Espace Muni, c'est né de la fusion de deux organisations, donc le RQVVS, le Réseau québécois Villes et Villages en santé, et la Carrefour Action municipale et famille. Alors, ces deux organisations qui avaient chacun de leur côté une expertise de plus de 30 ans, qui ont fusionné récemment et formé Espace Muni. Alors, la mission de cette organisation-là, accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et citoyens dans une perspective de développement des communautés. Donc, je vous explique un peu plus ce que ça veut dire. Donc, je vais passer à l'autre diapo. Donc, le champ d'expertise d'Espace Muni, c'est, j'ai le goût de vous dire, c'est l'humain au cœur des municipalités. Donc, tout ce qui a à l'aspect humain dans les communautés. Donc, nous, chez Espace Muni, on veut être la référence des municipalités qui ont au cœur des préoccupations et des actions pour tous les individus. Donc, on parle de parents, grands-parents, enfants, travailleurs, étudiants, retraités. Donc, c'est vraiment notre enjeu, les enjeux qui nous préoccupent chez Espace Muni. On croit vraiment que les individus sont les forces des communautés de toute taille. Hein. On travaille avec des municipalités de toute taille pour en faire des municipalités plus vivantes, inclusives et bien sûr humaines. Donc, je pense qu'on peut passer à l'autre diapositive. Oui, celle-là. Donc, comment on fait ça chez Espace Muni? Travailler avec les municipalités pour les aspects humains. Donc, on travaille en inspirant, en outillant, en accompagnant les municipalités dans l'élaboration de politiques sociales. Donc, des exemples de politiques sociales, les politiques familiales, les politiques municipalités amies des aînés, le programme d'accréditation municipalité amis des enfants. Donc, soutien à la mise en place, l'élaboration de ces politiques sociales-là. Puis aussi, on accompagne pour la mise en œuvre de projets qui découlent de ces politiques-là, donc en lien avec le vieillissement actif, les familles, les enfants, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Surtout dans une approche d'intersectorialité, donc c'est des politiques transversales qui touchent l'ensemble des directions des services municipaux, donc autant l'administratif, les ressources humaines, le loisir, etc. Donc, on veut travailler ces politiques-là en intersectorialité. On favorise aussi dans notre approche beaucoup la participation des citoyennes et citoyens à l'ensemble des actions, puis aussi la prise en charge de ces citoyens-là et citoyennes. Donc, en gros, voilà ce qu'est Espace Muni. Donc, Corinne, je te passerai la parole pour présenter la section sur Concilivie. Merci, Nathalie. Alors, Concilivie, qu'est-ce que c'est? Bien, d'abord, il faut savoir que c'est l'initiative du Réseau pour un Québec famille.
Dans les villes, vous connaissez peut-être le réseau qui organise chaque année la Semaine québécoise des familles, donc qui a lieu au mois de mai de chaque année. Donc, le réseau a décidé de mettre en place l'initiative Concilivie pour faire avancer le dossier de la conciliation famille-travail au Québec. Donc, Concilivie, c'est vraiment une initiative qui est dédiée à la thématique de la conciliation famille-travail. Il comprend un centre d'expertise qui va documenter l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec, qui va aussi s'attarder à vulgariser l'information, chercher des innovations en matière de conciliation famille-travail. Donc, vraiment, grâce au centre d'expertise, on a entre autres des données, des grands sondages annuels. On va pouvoir en reparler un peu plus tard de certaines de ces données-là. Donc, pour avoir un portrait global de la conciliation au Québec. Puis, il y a aussi le SAU Concilivie, qui est vraiment le volet pratique de l'initiative, c'est-à-dire le SAU, c'est une reconnaissance que les employeurs peuvent obtenir suite à la réalisation d'une démarche de conciliation famille-travail. On va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus en détail tantôt du SAU de cette initiative-là. Concilivie est appuyé par le ministère de la Famille, est appuyé aussi par la Fondation Chagnon. Donc, ça nous permet d'avoir les ressources suffisantes pour déployer l'initiative à travers le Québec. Peut-être avant de rentrer concrètement dans le sujet, ce que c'est la conciliation famille-travail, on va vous lancer un petit sondage pour avoir un portrait de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, on vous invite à y répondre. J'ouvre le vote à l'instant. C'est 2 questions pour commencer. Premièrement, la fonction que vous occupez au sein de votre organisation. Puis ensuite, on serait curieux de savoir si votre municipalité a, à votre connaissance, une politique familiale municipale. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. On voit les votes entrer. Encore 2 petites secondes. Alors, on va partager les résultats. Donc, la fonction de vous occuper au sein de votre municipalité, on voit qu'une majorité de participants aujourd'hui avec nous, vous êtes des employés en gestion de ressources humaines. On a aussi quand même quelques employés de loisirs, quelques autres personnes, un peu de direction générale, 2 élus. Donc, on voit vraiment que je pense que le sujet a interpellé les gens du réseau ressources humaines. Puis, à savoir si votre municipalité a une politique familiale municipale, vous êtes 13 à nous avoir dit que oui et que son plan d'action est actif. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Certains ont répondu non, d'autres qui ne savaient pas. Nathalie, quand tu vois ces résultats-là, est-ce que ça fait du sens par rapport à l'implantation des politiques familiales au Québec? Ben, au fond, l'implantation des politiques familiales, là, c'est plus élevé que ça. Donc, peut-être que dans nos participants qui ne le savaient pas, parce que c'est près de 80 des municipalités du Québec qui ont déjà, mais là, peut-être qu'en posant la question actif, peut-être que c'est là qu'on a un peu la subtilité, mais qui ont déjà fait une politique familiale municipale sur leur territoire, donc plus de 80 des municipalités du Québec. Je pense que ça couvre comme 90 de la population québécoise, là, les politiques familiales qui ont été faites. Excellent, bien merci beaucoup. Donc, on va poursuivre la présentation en parlant de conciliation famille-travail. Donc, qu'est-ce que c'est la conciliation famille-travail? C'est cette recherche d'équilibre entre les exigences et les responsabilités qui sont liées à la vie professionnelle, mais également à la vie familiale. Donc, du côté de Concilivie, quand on parle de conciliation famille-travail, on se veut très, très inclusif. C'est-à-dire qu'on parle du désir de fonder une famille, puis on se rend jusqu'à la fin de vie. Donc, on va inclure là-dedans la thématique de proche aidance, par exemple, le fait de désirer avoir des enfants. Des fois, ça peut se faire très facilement. D'autres fois, ça nous prend un peu plus de temps, des embûches, des rendez-vous, tout ça en procréation assistée. Donc, on se veut vraiment inclusif dans cette thématique-là. Je pense que ça fait du sens aussi avec la vision d'Espace Muni, c'est-à-dire où on veut des démarches inclusives aussi pour l'ensemble des citoyens. Donc, je pense qu'on se rejoint bien sur ce point-là. Des fois, les gens nous demandent pourquoi ne pas parler de vie personnelle.
et plutôt camper la thématique famille-travail. En fait, c'est un choix d'organisation qu'on a décidé de faire, hein. Le Réseau pour un Québec famille, de par son ADN, s'implique dans l'amélioration des conditions de vie des familles. Les gens qui ont des responsabilités familiales, c'est certain qu'ils ont des enjeux particuliers à résoudre ou à surmonter. Mais de notre côté, si un employeur disait, ben moi, je veux ouvrir davantage ma démarche, les mesures pour inclure la vie familiale, la vie personnelle, c'est-à-dire, c'est vraiment pas un enjeu pour nous, c'est juste un plus. Mais donc, en priorité, on s'attarde euh, à aider les individus, soutenir les individus qui ont des responsabilités familiales. L'écosystème de la conciliation famille-travail, je pense que c'est important aujourd'hui, particulièrement comme vous êtes des gens qui travaillent pour des municipalités, de s'y attarder. C'est un modèle, le nom est coupé, mais qui vient de Lise Chrétien et Isabelle Letourneau, pardon, qui a été bâti en 2005. Puis on voit vraiment que la conciliation famille-travail, c'est une responsabilité partagée. Donc, on a la sphère gouvernementale qui va venir mettre des choses en place, par exemple la loi sur les normes du travail, qui va donner vraiment des conditions minimales à respecter dans le cadre du travail, qui a mis en place des programmes comme le régime québécois d'assurance parentale, qui a instauré les services de garde à contribution réduite. Donc, il y a vraiment des interventions à très, très haut niveau qui ont de l'impact sur la conciliation famille-travail. Ensuite, quand on resserre un peu l'intervention, on est dans la sphère de la collectivité. Puis déjà, les municipalités et MRC, vous êtes très, très actives dans cette sphère-là, dans tous les services que vous offrez aux citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, en fait, la conciliation famille-travail des gens? Chacun des acteurs a donc un impact important sur ultimement la conciliation famille-travail des individus. Donc, il y a cette sphère collectivité-là. Puis j'attire l'attention aussi sur il est en bas du modèle, mais le voisinage, je pense aussi que c'est quelque chose qui est valorisé dans les villes. Le voisinage peut être effectivement un élément soutenant au niveau de la conciliation, puis les autres entreprises. Donc, on voit que ultimement, ce qu'on fait comme entreprise, comme organisation en termes de conciliation famille-travail, bien, ultimement, il faut que les autres embarquent aussi pour que la responsabilité puisse être vraiment partagée. Plus chacune des organisations vont s'investir là-dedans, plus on a un modèle qui va bien fonctionner pour tout le monde, puis on n'aura pas certains individus euh, qui vont porter tout le poids. Donc ensuite, on est rendu dans la sphère du travail où là, on a vraiment les dynamiques propres à chacune des organisations, les programmes qu'on met en place à l'interne, les mesures qu'on rend disponibles pour nos employés à l'interne, les règles qu'on se donne aussi. Donc ça fait partie des éléments, évidemment, favorisant la conciliation famille-travail. Puis on a également la sphère familiale. Donc, chacun, quelle est notre réalité propre de famille? Est-ce qu'on a un réseau de soutien? On sait que la pandémie, le réseau de soutien, évidemment, a été grandement affecté par cette situation-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble des interventions qui font en sorte que chacun est capable d'avoir le plus possible cet équilibre-là entre responsabilité familiale et vie professionnelle. C'est définitivement une responsabilité partagée. Puis comme je le disais, le secteur municipal, vous voyez que vous jouez à plusieurs niveaux dans cet équilibre-là. D'ailleurs, fait intéressant à noter, selon des données, mais qui datent de 2010 environ, c'est à peu près 80 000 personnes qui travaillent dans le secteur municipal au Québec. Donc, ça touche quand même beaucoup de personnes. Les actions que vous mettez en place, ultimement, auront de l'impact également, quand même à grande échelle. Donc, Nathalie, je te cède la parole sur le rôle des municipalités en matière de conciliation famille-travail. Oui, effectivement, Corinne, tu as bien mis la table là, avec les sphères collectivité, les sphères travail, parce que les municipalités, vous jouez des rôles dans municipalités dans le sens large, incluant les MRC, bien sûr, et tout ça. Vous jouez des rôles importants dans ces deux sphères-là concernant la conciliation famille-travail. Je vous présente rapidement là, 4 rôles qu'on a identifiés chez Espace Muni, des rôles que les municipalités peuvent jouer dans les différents plans d'action politiques de développement social.
Puis, je pense qu'en général, là, dans l'ensemble des actions des municipalités, donc, premier rôle, leader. Donc, la municipalité, à ce moment-là, est engagée dans une action. C'est elle qui coordonne la mise en œuvre. C'est elle qui assume la responsabilité de cette réalisation-là, qui attribue des ressources. Donc, quand la municipalité met en place un projet, une action, un service, elle peut être directement leader. La municipalité aussi peut travailler en partenariat. Donc, à ce moment-là, elle participe activement à un projet, elle attribue aussi des ressources, mais elle fait ça en s'engageant avec d'autres acteurs qui peuvent être très différents. Ça peut être d'autres municipalités d'un territoire, ça peut être quand on travaille notamment avec une MRC, donc l'ensemble de municipalités d'une MRC. Ça peut être avec des partenaires, des organismes du territoire, ça peut être avec des entreprises privées aussi. Donc, il y a toutes sortes de partenariats possibles là, que la municipalité peut développer. La municipalité peut être aussi collaboratrice dans différentes actions. Donc là, à ce moment-là, on soutient une action par différents moyens. Quand on pense à des organismes, la municipalité peut offrir des locaux pour tenir une rencontre, peut offrir un soutien financier, des équipements, etc. Donc, moins engagée dans l'action, pas directement dans l'action, mais elle collabore pour que cette action-là se réalise. Et finalement, quatrième rôle qui peut être joué par les municipalités, c'est tout l'aspect d'ambassadrice ambassadrice de cause, de différents éléments. Donc là, on représente un intérêt. La municipalité peut utiliser son pouvoir d'influence pour influencer les entreprises de son territoire, par exemple, pour ce qui nous concerne pour la conciliation famille-travail, susciter la participation, donc envers les citoyens aussi, signifier son adhésion. On voit ça assez régulièrement. Une municipalité adopte une charte exemple pour la protection des enfants. Donc là, on est plus dit, OK, comme municipalité, comme entité, on démontre notre intérêt pour tel ou tel dossier. En conciliation famille-travail aussi, on peut voir, il y a des actions plus directes que les municipalités peuvent faire. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter là, dans les prochaines minutes, mais des actions aussi indirectes. Donc, je vous donne des exemples. On passe à la prochaine. Donc, des exemples concrets qu'on retrouve à travers des politiques familiales municipales. Des fois, ces politiques-là, ils sont familiales municipales aînées, jeunes, donc des politiques, comme on disait tantôt, transversales qui peuvent toucher plusieurs clientèles. Bien sûr, souvent de façon importante. Donc, on est plus indirectement peut-être en conciliation famille-travail, mais c'est des éléments qui ont tout un impact sur la vie des familles. Tout ce qui est gestion du temps et de l'espace. Donc, la proximité des services. Donc, souvent, les municipalités, on retrouve dans des plans d'action puis des mesures mises en place, des actions pour s'assurer que les familles sur leur territoire, dans la communauté, puissent avoir accès à des services de garde, écoles, des commerces à proximité. Donc, on comprend que ça facilite vraiment la conciliation quand le service de garde, on n'est pas obligé de faire 30 minutes, 1 heure pour aller mener l'enfant et revenir au travail. Je vous dis ça, ça existe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité actuellement, mais c'est un sujet très d'actualité, les services de garde. Il y a beaucoup d'informations qui sortent, beaucoup de problèmes, d'enjeux en lien avec les services de garde au Québec. Je vous amène une statistique intéressante. L'Observatoire des tout-petits ont fait un sondage auprès des parents d'enfants de 0 à 5 ans. Et il y a 56% des répondants qui ont affirmé qu'ils voulaient que leur municipalité travaille davantage à offrir des services de garde accessibles et de qualité. Ça veut dire que beaucoup de parents s'attendent à ce que ce soit les municipalités aient un rôle à jouer par rapport aux services de garde. Puis là, ces rôles-là, ils sont multiples. Ça peut aller à donner un terrain, offrir un local, supporter, appuyer une démarche, etc. Mais les municipalités, même si c'est un peu plus indirect, souvent ces actions-là, par rapport à la conciliation famille-travail, jouent un rôle important. Des rôles, comme je disais tantôt, qui peuvent être partenaires, collaborateurs, souvent plus que leaders, parce que c'est moins des éléments, les écoles, les services de garde, les commerces qui appartiennent à la municipalité, mais un rôle quand même important.
Tout ce qui a lien avec la mobilité aussi joue un impact direct sur la conciliation travail-famille, les déplacements pour le travail, pour les loisirs, pour différentes obligations familiales. Donc, bien sûr, quand la municipalité offre une diversité ou permet une offre diversifiée de transport en commun, des dessertes, l'amélioration des horaires, tous ces éléments-là, ça facilite grandement la conciliation famille. Là, c'est un peu, c'est pas directement sur la conciliation, comme je disais tantôt, mais ça aide toujours à faciliter ça. Et à ce moment-là, la municipalité peut être à la fois leader, collaborateur ou ambassadeur, parce que des fois, on entend souvent quand on fait des plans d'action, ben, ce n'est pas la municipalité elle-même qui gère le transport en commun, mais la municipalité, s'il y a une régie de transport en commun sur son territoire, peut faire des représentations pour améliorer la desserte chez elle. Tout ce qui est en lien aussi avec la sécurité dans les déplacements. Donc, par exemple, si les enfants peuvent se rendre seuls à l'école en vélo, à pied, encore une fois, ça facilite aussi la vie des familles. Donc, ça peut être une action directe qui va avoir un impact sur la conciliation famille-travail. Et le dernier élément, tous les services adaptés aux familles. Donc, bien sûr, les camps de jour, on s'entend, pas de camp de jour l'été, beaucoup de difficultés pour beaucoup de parents d'aller travailler. Donc ça, je pense qu'on peut dire que c'est une action directe des familles pour faciliter la vie avec les camps de jour et les heures de service de garde avant, après le camp de jour. Donc, beaucoup d'accommodements pour les familles à ce sens-là. Toute l'adaptation des horaires de services et des infrastructures aussi. On parle des horaires, ça peut être des bureaux municipaux pour aller chercher un permis, pour aller payer des taxes, etc. On peut parler aussi des horaires de services de loisirs, les heures de bibliothèque, les heures de cours pour les enfants à la piscine. Ça aussi, ça facilite la conciliation famille-travail. Offrir un cours parents-enfants, ça peut aider aussi les familles, ou un cours aux parents pendant que les enfants en font un aussi. Donc, beaucoup d'idées par rapport à ça où les municipalités peuvent agir directement. Et on continue, oui. Donc, on retrouve aussi des exemples concrets dans des politiques familiales municipales sur la conciliation famille-travail. Donc, des mesures souvent qui visent à encourager l'adoption de mesures de conciliation famille-travail. Par exemple, auprès des entreprises d'un territoire ou des organismes d'un territoire. Donc là, on est vraiment directement sur le sujet. La municipalité, à ce moment-là, est ambassadrice. Elle se dit, je vais encourager les entreprises de mon territoire à offrir de meilleures conditions à mes employés. Et également, dans les politiques familiales, on retrouve des mesures pour mettre en place la conciliation famille-travail, donc faciliter la conciliation famille-travail pour les employés et aussi pour les élus. Donc, la municipalité peut donc être leader, puis aussi ambassadrice, parce qu'en montrant l'exemple, en disant nous-mêmes, on offre ça, ça donne l'exemple et ça peut inciter les entreprises à en offrir. Je ne vais pas plus loin par rapport à ça. Corinne va vous donner des exemples plus concrets. Alors, Corinne, je te passe la parole. Merci, Nathalie. Donc, ça a super bien mis la table pour le reste. On se pose la question, en tant qu'employeur, pourquoi on devrait s'intéresser à la conciliation famille-travail? Je pense que les municipalités ont eu une grande transformation au cours des dernières années. Puis on le voit entre autres avec des acteurs comme Espace Muni. Avant, la ville était là pour gérer le béton, les infrastructures très, très terrain, mais je pense que maintenant, on a des villes à l'échelle humaine où on met, comme Nathalie, tu le disais tantôt, l'humain, le citoyen au cœur de tout ça. Mais en fait, c'est le même type de transformation qu'on voit avec les employeurs. Donc, au-delà de toutes sortes d'enjeux, de performance, d'objectifs, on veut mettre l'humain au cœur des pratiques. Puis je pense que la pandémie a vraiment accéléré ce mouvement-là qui était déjà en branle au cours des dernières années
au Québec. Donc, on suit cette évolution-là. Puis quand, comme municipalité, comme employeur, bien, vous avez le souci de ça, c'est aussi un pas de plus vers la cohérence. Quand on dit justement que c'est 80 des municipalités qui ont des politiques familiales municipales notamment, c'est donc qui ont à cœur le bien-être des familles de leur territoire, puis de s'en soucier, de se soucier de la qualité de vie des familles au sein même de nos employés, ben, c'est donc de faire un pas de plus vers cette cohérence-là. On va vous lancer un deuxième sondage. Si j'y arrive à l'instant. Voilà, donc j'ouvre le vôtre. Est-ce que votre municipalité offre des mesures de conciliation famille-travail à ses employés? Donc, vous avez différents choix. Oui, ce sont des mesures formelles, donc officielles, écrites, communiquées, diffusées. Oui, ce sont des mesures informelles, donc on le gère plus peut-être au cas par cas. Non, je ne sais pas. On vous laisse quelques instants encore pour y répondre. Alors, je vais mettre fin au vote et je vous partage les résultats. Alors, on voit que quand même la majorité des répondants, vous nous avez dit que votre municipalité offre des mesures de conciliation famille-travail, ce qui est une excellente nouvelle. D'ailleurs, c'est quand on pose la question aux entreprises en général, c'est quand même 90 des organisations du Québec qui nous disent avoir des mesures de conciliation famille-travail. Donc, ça fait bien du sens. On voit qu'il y a une majorité qui disent que ce sont des mesures informelles. Ça non plus, ce n'est pas une très grande surprise. Puis quand même, 34 qui disent avoir des mesures formelles. Je vous dirais félicitations parce que c'est peu d'employeurs au Québec qui disent avoir des mesures formelles de conciliation famille-travail. C'est seulement 15 des organisations du Québec qui disent ça. Donc, avoir des mesures formelles, je pense que c'est un super pas vers l'avenir. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Quelques noms, quelques je ne sais pas. Mais je serais certaine que si on regardait à travers les conditions, on pourrait trouver des éléments. C'est juste que des fois, on ne les regarde pas avec la lunette conciliation famille-travail. On ne les met peut-être pas toujours en valeur non plus, ces mesures-là. Donc, j'arrête le partage du sondage et on continue. Quelques statistiques, en fait, ça va nous permettre de voir c'est quoi les avantages reliés à la conciliation famille-travail. Chez Concilivie, je vous le disais plus tôt, on a des grands sondages annuels. On travaille avec Léger pour faire des sondages pour nous permettre de mesurer l'évolution aussi de la conciliation famille-travail au Québec. Donc, les données que vous voyez à l'écran, ce sont des données issues de notre dernier sondage qui a été publié en mai 2021. Donc, c'est tout récent. Donc, c'est 54 des répondants. Répondants, d'ailleurs, ce sont des parents travailleurs et des proches aidants, juste pour vous permettre de camper un peu l'échantillon. On a environ 3022 répondants à travers le Québec, donc pondérés en fonction de différents critères qui y ont répondu pour s'assurer d'une bonne représentativité. Donc, 54 nous ont dit qu'ils changeraient d'emploi pour avoir des meilleures mesures de conciliation famille-travail. 27 des répondants accepteraient même une diminution de salaire pour avoir accès à des meilleures mesures de conciliation famille-travail. C'est donc dire à quel point c'est important pour les travailleurs d'avoir accès à ces mesures-là. C'est aussi 90 qui ont dit que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail avait un impact important sur leur satisfaction au travail. Puis pour cette donnée-là, je me permets de vous souligner que entre le sondage de 2021 et le sondage de 2020 qui avait été réalisé en mai l'année dernière, les données publiées en juin, pardon, si je me souviens bien, juin 2020, donc la cueillette de données avait été réalisée en plein début de la pandémie. Il y a quand même une augmentation de 5 points par rapport aux données de 2020. Donc, aujourd'hui, on peut affirmer que c'est encore plus important pour les parents travailleurs et les proches aidants, la conciliation famille-travail, puis l'ouverture de leur employeur. On a remarqué la même augmentation de 5 points par rapport à la propension à rester plus longtemps à l'emploi. C'est-à-dire que, encore une fois, l'ouverture de l'employeur en matière de conciliation famille-travail fait en sorte que les gens, à 85 resteraient plus longtemps à l'emploi
s'ils sentent qu'il y a cette ouverture-là. Puis encore une fois, c'est 5 points de plus par rapport à l'an dernier. Donc, on sent vraiment que pour les travailleurs, c'est important la conciliation famille-travail et que donc, il y a des bénéfices pour les employeurs qui décident de s'embarquer dans cette voie-là, puis de valoriser les mesures de conciliation famille-travail auprès de leurs travailleurs. Nathalie, tantôt, tu parlais du rôle d'ambassadeur. On a vu dans les médias aussi des municipalités, des MRC qui travaillent avec, par exemple, les entreprises de la région à essayer de les aider pour attirer des gens sur leur territoire et tout ça. Je pense que la conciliation famille-travail, on en fait la démonstration ici, c'est aussi un fort levier qui aurait avantage à être mis de l'avant. Donc, quand la municipalité est ambassadrice, elle peut diffuser ce genre de contenu-là pour que les gens prennent conscience de l'importance que ça a auprès, euh, auprès des employés. On continue, des fois, on pense que la conciliation famille-travail, c'est compliqué, ça coûte cher. Quand on a sondé les employeurs, c'est 77 des organisations qui nous ont dit que l'implantation de mesures de conciliation famille-travail s'était faite à coût nul ou à coût faible. Donc, c'est pas vrai de penser que ça coûte toujours très cher. Oui, il y a certaines mesures qui peuvent être plus coûteuses quand on met en place un service, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses qui relèvent davantage de l'organisation ou de la flexibilité. Donc, ce n'est pas toujours coûteux de mettre en place des mesures de conciliation famille-travail. Je vous parle un peu plus de notre reconnaissance, puis après ça, on va rentrer dans le concret de c'est quoi une démarche de conciliation famille-travail, puis c'est quoi des exemples de mesures qu'on peut mettre en place qui seraient applicables notamment dans le cadre de votre contexte de travail en municipalité. Donc, le saut Concilivie, en fait, c'est une distinction qui va évidemment avoir des impacts positifs sur l'attractivité, la mobilisation, la fidélisation des employés, puis qui va influencer positivement aussi la notoriété. Donc, on va venir vraiment valoriser la conciliation famille-travail en organisation. Le saut s'obtient par l'entremise d'une démarche. Donc, c'est basé évidemment sur des processus en gestion de ressources humaines. Vous n'y verrez pas de grandes surprises, mais donc, cette démarche-là doit être réalisée pour qu'on puisse obtenir la reconnaissance. C'est une démarche qui est accompagnée, donc on vous fournit des outils. Vous avez du soutien avec une personne aussi durant la réalisation de cette démarche-là pour vous permettre de mettre en place différents éléments pour favoriser la conciliation famille-travail à l'intérieur de votre organisation. Puis après ça, vous servir de la reconnaissance pour rayonner à l'extérieur des murs de votre organisation pour faire valoir votre engagement ça peut être auprès de vos citoyens, auprès de travailleurs potentiels. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec la reconnaissance. La conciliation famille-travail et même la reconnaissance, c'est accessible à tout type d'organisation, puis on l'a bien vécu de notre côté, c'est-à-dire qu'on a des détenteurs de sceaux qui ont différentes réalités de travail. Donc, c'est pas vrai que c'est juste pour les organisations qui ont des services professionnels uniquement. Par exemple, on a l'administration portuaire de Montréal qui a réalisé la démarche. Eux, ils ont différents corps de travail. Ils ont des cols bleus, ils ont des opérateurs de locomotives, ils ont des cols blancs aussi. Donc, vraiment une grande variété au niveau de la main-d'œuvre. Ils ont également 5 conventions collectives différentes à gérer. Donc, c'est possible aussi dans un contexte syndiqué. Il faut penser aussi que la conciliation famille-travail puis les mesures, on va y venir, peuvent être adaptées en fonction des différentes réalités aussi. Donc, ce n'est pas obligé d'être des mesures égales pour tout le monde. On va plutôt vouloir s'assurer qu'il y a une équité dans l'accès à différentes mesures de conciliation famille-travail. Donc, si on poursuit avec la démarche, en fait, c'est la démarche d'obtention du saut, mais c'est une démarche qui est basée évidemment sur les bonnes pratiques. Donc, pour mettre en place des mesures, on va vouloir évidemment consulter les employés pour savoir c'est quoi leurs besoins, où situent leurs enjeux pour pouvoir agir là où il y a le plus d'impact possible. Pour ce qui est de la démarche d'obtention du saut, on vous fournit un sondage standardisé pour pouvoir faire cette collecte de données-là auprès des employés. Ensuite, on va vouloir évidemment
identifier ce qui est déjà en place dans l'organisation en matière de conciliation famille-travail. Je le disais plus tôt, c'est quand même 90 des organisations qui disent déjà avoir des mesures en place. Donc, on va vouloir repasser l'ensemble des politiques de conditions de travail, conventions collectives s'il y a lieu, vraiment avec notre lunette conciliation famille-travail et voir qu'est-ce qu'on a déjà en place, qui est peut-être juste pas assez valorisé auprès des employés. Puis, on va vouloir ensuite bonifier les mesures s'il y a lieu, toujours en fonction des résultats du sondage, pour s'assurer d'avoir une meilleure adéquation possible entre les besoins puis les mesures mises en place. Toujours en respectant aussi les réalités organisationnelles, c'est-à-dire qu'on est bien conscient que il y a certaines mesures qui ne s'appliquent pas. Par exemple, quelqu'un de travaux publics qui dirait ben moi, je veux faire du télétravail à temps plein, forcément, ça ne fonctionnera pas. Donc, évidemment, on respecte les capacités organisationnelles dans la mise en place de ces mesures-là pour en venir à rédiger et adopter une charte de conciliation famille-travail. Puis c'est là que l'officialisation des mesures, ça devient faisable, ça devient important de le faire aussi. Donc, ça peut s'appeler une charte, une politique, une ligne directrice, ce que vous voulez. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'avoir un document officiel qui va vraiment détailler l'ensemble des mesures de conciliation famille-travail disponibles, qui va faire en sorte qu'un employé peut prendre son document, puis en un coup d'œil, avoir accès à l'ensemble des mesures disponibles dans l'organisation. Donc, ça permet aussi de valoriser ce que vous faites déjà de bien, qui peut-être se perdait à travers les multitudes d'autres informations. Et donc, de mettre ces mesures-là en valeur. Puis, à la prochaine diapositive, on va revenir sur des exemples concrets de mesures qu'on peut mettre en place en organisation. Donc, comme je le disais tantôt, c'est seulement 15 des employeurs qui présentement formalisent leurs mesures, donc les écrivent, les communiquent clairement auprès de leurs employés. Il faut savoir que c'est 84 des travailleurs qui disent que pour eux, c'est important que les mesures de conciliation famille-travail soient formelles. Pourquoi c'est important? Bien, en fait, ça donne la légitimité d'utiliser les mesures, de faire des demandes. Ça nous prouve clairement qu'il y a des dispositifs qui peuvent être utilisés en organisation. Il faut savoir aussi que quand les employés rencontrent des enjeux de conciliation famille-travail, c'est quand même une majorité qui essaie de s'organiser par ses propres moyens avant de faire une demande particulière d'accommodement. Donc, le fait d'avoir une charte d'officialiser nos mesures, c'est donc de faire un petit pas de plus pour dire à son employé que c'est correct d'avoir des besoins, de faire des demandes en matière de conciliation famille-travail. Cette charte-là va nous donner une balise. Certainement qu'on n'aura pas prévu tous les cas de figure possibles et inimaginables, mais ça nous donne quand même une orientation à laquelle on peut se référer quand il y a des besoins en matière de conciliation famille-travail. Puis finalement, une fois que tout ce processus-là est fait, accompagné par notre équipe, avec les outils, on a un modèle de charte aussi, on a des exemples de mesures, puis évidemment que l'équipe de Concilivie est là pour vous aider à voir quelles mesures seraient applicables dans votre contexte pour répondre aux besoins des employés en fonction de vos contraintes organisationnelles. Il peut y avoir octroi d'ISO, il y a toute une analyse qui se fait en comité au niveau du dossier, puis après l'octroi d'ISO, c'est le fun, c'est le rayonnement, tout ça, mais c'est aussi là que commence la partie où l'organisation doit faire vivre la conciliation famille-travail au quotidien. Donc, dans le cadre du processus, d'un processus comme celui-là, vous avez une belle porte ouverte pour mobiliser vos employés, pour dire, bon, bien, on fait une démarche, on vous a consulté, on a mis des choses en place. Après ça, il faut s'assurer de continuer, par contre, à se donner les leviers pour que ça puisse être possible, notamment en favorisant le soutien organisationnel. Donc, on va vouloir que les gestionnaires soient mobilisés envers ce dossier-là pour ensuite être capables d'être soutenants envers leurs employés. On sait que c'est un des facteurs importants. Favoriser aussi le soutien des collègues, donc avoir d'où partait la culture de l'organisation. Est-ce qu'il y a des rencontres de sensibilisation qui devraient avoir lieu à l'interne pour s'assurer que les collègues sont soutenants les uns les autres? Est-ce qu'on devrait défaire des mythes ou des préjugés? Dans certaines organisations, on n'a pas besoin d'aller là, c'est déjà naturel. Dans d'autres, c'est des leviers qu'on peut mettre en place pour se permettre d'aller plus loin.
on veut que cette charte-là ou cette politique-là, une fois qu'elle est adoptée, soit vraiment vécue dans l'organisation et que donc ça passe de la parole au geste, que ça devienne très, très concret dans l'organisation. On dit dans les politiques familiales puis démarches municipalité Amis des aînés qu'on développe un réflexe famille, on parle du penser et agir famille aînée, donc vraiment qu'on veut que dans chacune de nos décisions, entre autres dans le cadre de PFM Madoc, au conseil municipal, on ait le réflexe, dans l'organisation aussi, quand on fait quelque chose pour les familles ou les aînés, quand on a un nouveau projet, on veut développer le réflexe de penser à l'impact que ça a sur les familles, sur les aînés. Mais je vous dirais qu'avec une démarche comme celle-là en conciliation famille-travail, c'est comme si on continue de développer ce réflexe-là, de penser à l'impact sur les familles, sur les aînés, dans notre organisation, dans toutes les décisions qu'on va finir par prendre qui peuvent avoir de l'impact. Je vous donne un exemple d'une organisation qui a vraiment intégré ce réflexe-là. L'organisation s'appelle Gardex. C'est une organisation en prévention incendie. Donc, ils ont toutes sortes de corps d'emploi, des employés plus de bureaux, des techniciens sur la route, des employés aussi je dirais plus en entrepôt. Ils font de la gestion de stock et tout ça. Au début, chez Gardex, ils se disaient la conciliation, c'est pas possible pour nous, le télétravail, c'est pas possible. Donc, on partait avec plusieurs mythes, en fait. La démarche a permis autant aux employés qu'aux gestionnaires de défaire ces mythes-là, de mieux comprendre c'est quoi la conciliation famille-travail. Ils ont réalisé le saut avec succès, cette démarche-là, quand l'annonce du saut a été annoncée dans la cafétéria. Donc, dans la cafétéria, on s'entend avant COVID, les employés ont applaudi. Tout le monde était fier d'avoir contribué à ça, puis que leur organisation se démarque. Puis ils ont décidé de ne pas arrêter leur engagement à ce moment-là. Ils avaient une charte, ils avaient rempli les critères, mais ça a tellement fait un déclic chez eux que les gestionnaires se sont complètement appropriés le projet puis le dossier. Il y a des gestionnaires qui ont dit à la planification stratégique, la conciliation famille-travail, ça doit être un des axes qui soit inscrit à la planification. Puis après ça, il y a différentes initiatives qui ont continué d'être mises en place. Donc, par exemple, chez Gardex, pour les techniciens, normalement, ils doivent s'inscrire pour faire des appels d'urgence. Finalement, les techniciens qui sont monoparentales n'ont plus à faire les appels d'urgence de nuit parce que les gestionnaires se disaient ça n'a aucun sens que les gens doivent répondre en pleine nuit, s'occuper des enfants, faire garder tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, ils ont pris cette décision-là d'organisation. Ils ont aussi décidé, un gestionnaire devait renouveler la flotte de véhicules. Puis, c'est dit présentement, c'est des 2 places. Ça n'a pas de bon sens parce que ça fait en sorte que ceux qui véhiculent leur enfant matin et soir, ils doivent aller à la maison, changer de véhicule. Donc, ils ont changé le modèle de voiture pour avoir des modèles 4 places pour permettre à ceux qui ont des responsabilités familiales, qui doivent véhiculer des enfants, de pouvoir le faire plus facilement. Donc, je pense que c'est un super bel exemple d'une organisation qui va vraiment au-delà puis qui intègre ça à ses pratiques, la conciliation famille-travail. Si on continue sur les mesures en tant que telles de conciliation, là, je vous ai donné des exemples avec Gardex peut-être atypiques, mais quand même, chez Concilivie, on divise les mesures en 4 grands domaines. Ça permet de nous faire penser qu'il existe différents types de mesures qu'on peut mettre en place. Donc, d'abord, il y a l'aménagement du temps et du lieu de travail. Ça va concerner tout ce qui touche les horaires, par exemple. Donc, le fait d'avoir soit un horaire flexible, le télétravail, ça en fait aussi partie. Le fait d'avoir un horaire qui va être, par exemple, connu à l'avance. Ça peut être aussi une mesure qui fera en sorte que certains employés ou certains groupes de travail, ou peut-être tous les employés peuvent avoir accès à une semaine comprimée. Donc, décider, par exemple, de faire les heures de 5 jours en 4 jours ou 9 en 10 aussi, c'est des choses qu'on voit. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche l'horaire de travail. On a vu aussi dans certaines organisations des gens qui permettent d'avoir un horaire allégé une semaine sur 2 pour ceux qui ont des enfants en garde partagée. Donc, la semaine où on a la garde de l'enfant, on fait un peu moins d'heures pour en faire un peu plus la semaine d'après. Donc, c'est différentes modalités qui existent qui peuvent être mises en place en fonction des besoins des employés, évidemment. Ensuite, au niveau des congés pour responsabilité familiale, bien évidemment, c'est tout ce qui va plus loin que la loi. Donc, en termes de congés personnels ou congés pour responsabilité familiale, par exemple,
Ça va inclure également la flexibilité dans les vacances pour s'adapter aux besoins familiaux. Là, je reviens encore avec des exemples avec des enfants, mais évidemment qu'on inclut aussi là-dedans toutes les réalités de proches aidants, toutes les mesures d'accommodement et de flexibilité qui peuvent être requises, là. Mais donc, le fameux exemple, c'est les demandes de congés durant la dernière semaine du mois d'août, alors que les camps de jour que les municipalités mettent en place, tant appréciés euh, par, euh, par les familles. Souvent, la dernière semaine du mois d'août, les étudiants sont retournés à l'école, donc il n'y a plus de camp de jour, l'école n'est pas recommencée. Est-ce qu'on se dit à l'interne qu'on donne une priorité pour les parents d'enfants d'âge scolaire de prendre des vacances durant cette semaine-là? C'est une mesure qui peut être mise en place. On a vu des organisations aussi permettre l'achat de journées flexibles. Donc, l'organisation permet aux employés d'autofinancer des congés. On fait comme si c'était un congé différé, on fait des prélèvements sur la paie à chaque semaine pour un équivalent, par exemple, de 5 jours. Et donc, quand l'employé veut utiliser ces journées-là, il n'y aura pas un trou sur sa paie comme s'il avait pris un sans-solde. Donc, il y a différents dispositifs. Quand je le disais tantôt, ce n'est pas toujours des mesures coûteuses, mais ça, c'est vraiment l'employé qui autofinance ces congés-là. Donc, il y a différents dispositifs qui existent. Ensuite, le soutien aux employés et à leur famille, on va inclure là-dedans tout ce qui concerne les assurances, le programme d'aide aux employés, la télémédecine qui a vraiment augmenté en popularité durant la dernière année. On va voir aussi des organisations qui diffusent, par exemple, des ressources locales de soutien à leurs employés. Donc, par exemple, ça pourrait être de 2 fois par année diffuser les coordonnées de la maison de la famille ou encore de l'appui au proche aidant local. Donc, pour faire en sorte que si jamais l'individu vit un pépin, il a accès à des ressources. Il pourrait y avoir l'organisation aussi de conférences sur le dîner, de groupes de discussion sur certaines thématiques, certains enjeux. Par exemple, un groupe de discussion qu'on organise sur l'approche aidance. Donc, les employés chez vous qui vivent ces enjeux-là pourraient se retrouver ensemble durant le cadre du dîner, par exemple, pour échanger, soutenir, se partager des trucs. Ensuite, il y a tous les services qu'on voit arriver de plus en plus sur les lieux de travail, des services qui sont organisés par l'employeur, mais pour lesquels c'est l'employé qui généralement va payer. Donc, par exemple, changement de pneus sur les lieux de travail, l'employeur, organise une journée précise où il y a un service mobile qui vient, puis donc on change les pneus sur les lieux de travail. On a vu des initiatives de traiteurs sur les lieux de travail aussi. Donc, vraiment une multitude de choses qu'on peut mettre en place pour soutenir les employés. Puis finalement, l'adaptabilité de l'organisation. On va comprendre là-dedans tout ce qui touche à la déconnexion. On a vu particulièrement en contexte de télétravail que c'est important comme employeur d'avoir une oreille attentive à la déconnexion, de se donner des balises aussi pour favoriser cette déconnexion-là. Ça peut être quelque chose d'important. On peut établir, par exemple, d'horaires de rencontres. Donc, on va favoriser le fait d'avoir des rencontres, par exemple, entre 9 h et 15 h 30 pour favoriser la prise de rendez-vous, par exemple, pour la famille et tout ça. On peut avoir des postes de remplacement volants. Donc, comment on va s'organiser pour favoriser les remplacements, l'échange de corps de travail, le permettre? Est-ce qu'on va former les employés pour qu'ils puissent être effectifs sur d'autres postes pas si loin de les leurs pour donc être plus agiles dans notre organisation du travail quand on a un pépin? Donc, on voit vraiment que la conciliation famille-travail, il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place, que ce n'est pas juste pour les employés de bureau, il y a des solutions concrètes qui existent en fonction des différentes réalités. Puis je dirais qu'à travers tout ça, vraiment, ce qui importe, le plus, c'est d'avoir des mesures qui vont correspondre aux besoins des employés parce que si, je ne sais pas, on implante un service de traiteur, puis que finalement, les employés, il y en a plein qui ont que leurs familles ont des allergies alimentaires, puis que chez les autres, la cuisine, c'est une activité familiale et de détente. Bien, notre super belle intention avec une mesure chouette va peut-être être un coup d'épée dans l'eau parce que ça ne répondra pas aux besoins. Donc, vraiment, l'importance de se lier aux besoins des employés, elle est là pour s'assurer d'avoir un impact. Pardon. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait que vous reteniez pour aujourd'hui, d'abord que la politique familiale municipale, c'est un véhicule privilégié pour planifier
des mesures en lien avec cette conciliation famille-travail-là, tant pour les citoyens que les employés. On vous invite à continuer à briser les silos. Peut-être que l'obtention du SAU, ça pourrait figurer parmi les actions de votre prochain plan d'action de politique familiale municipale. C'est une belle opportunité aussi pour les ressources humaines de travailler sur un beau dossier avec le restant de l'organisation, peut-être avec les gens des loisirs qui sont plus souvent responsables des dossiers sociaux dans la municipalité. Ne pas oublier aussi que la conciliation famille-travail, c'est un fort levier d'attractivité puis de fidélisation. Donc, définitivement, il y a des avantages très, très concrets au-delà de l'implication sociale puis d'avoir le cœur de le faire. L'organisation va en tirer des bénéfices importants de cette conciliation-là. Que le SAU peut vous permettre de vous démarquer puis de faire valoir votre engagement en matière de conciliation famille-travail, tant à l'interne qu'à l'externe pour le recrutement. Donc, voilà des outils qui sont aussi à votre disposition. Chez Concilivia, on a plusieurs outils gratuits. Sachez que suite au webinaire, vous allez recevoir un courriel avec certains de ces outils-là pour pouvoir aller les consulter, pousser plus loin aussi votre réflexion en matière de conciliation famille-travail. Et donc, on serait rendu à la période de questions. Je vois pour l'instant qu'il n'y a pas de questions dans les questions-réponses. Je crois qu'il y avait quelques questions qui ont été répondues au fur et à mesure. Je vais aller voir dans la conversation. Je me demande si la présentation allait être transmise, bien sûr. On a quelqu'un qui dit que les mesures formellement... c'était sûrement par rapport à la question, quelqu'un qui disait qu'il y avait des mesures formellement écrites qui contribuaient à la CFT, mais qui n'étaient pas nécessairement annoncées comme ça. Donc, effectivement, ça revient aux lunettes dont je vous parlais un peu plus tôt. Des fois, ça va être un rappel de dire, il existe telle mesure. Par exemple, le fait de pouvoir comprimer son horaire, qui n'est peut-être pas nécessairement relié à des enjeux de conciliation famille-travail, qu'on va pouvoir vraiment venir valoriser. Donc, c'est une possibilité là, de choses qu'on peut faire. Et je ne vois pas d'autres questions qui sont entrées depuis. Écoutez, n'hésitez pas à nous écrire puis à communiquer avec nos organisations si vous voulez poursuivre vos réflexions, vos discussions. Ça nous fera bien plaisir. Donc, c'est ça, Corinne. Je pense qu'il va de toute façon avoir un petit courriel transmis avec un sondage d'évaluation. Puis les gens auront accès aussi à la présentation qu'on a faite aujourd'hui s'ils veulent la partager ou la réécouter. Exactement. Donc, un courriel va vous être envoyé, comme tu le dis, Nathalie, avec le sondage. On vous invite à y participer. Puis peut-être, comme le temps nous le permet, je vous inviterais, si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est définitivement que vous avez un intérêt pour la conciliation famille-travail, sûrement sous différents angles en fonction de vos fonctions. Je vous invite à prendre 5 minutes après avoir quitté le webinaire pour réfléchir à une action ou 2 actions que vous aimeriez mettre en place suite au webinaire d'aujourd'hui pour vraiment maximiser son impact. Donc, ça peut être une action très, très simple comme aller discuter avec un collègue d'une situation X que vous avez vue, de poursuivre vos recherches, d'aller faire une lecture, mais prenez un engagement avec vous-même pour être sûr que la dernière heure qu'on a passée ensemble puisse avoir des retombées dans votre quotidien. On sait que le temps de tout le monde est précieux. Donc, c'est peut-être un petit truc pour s'assurer d'avoir maximisé votre participation d'aujourd'hui. On vous invite à prendre cet engagement-là. Si jamais certains ont envie de le partager dans le chat avec nous, ça nous fera plaisir de vous lire. Donc, un gros merci d'avoir participé aujourd'hui au webinaire, puis au plaisir de se reparler dans un autre contexte. Merci beaucoup, Nathalie, aussi, d'avoir pris part à la présentation.